Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard, notre passionné de l'histoire. Bonjour Jérémy. Bon matin mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu nous fais découvrir le fin fond de cette jeune, je dirais pas municipalité, mais territoire qu'est l'Aniel. Qui a déjà été municipalité, il faut le dire, qui est maintenant un territoire non organisé, je crois. Hein? Voilà. C'est pas dans ma chronique, là, tu me prends au dépourvu côté municipal. Mais au moins, tu as su y répondre. Oui, quand même, un petit peu. Mais oui, on va parler de l'Aniel, mon cher Simon, aujourd'hui. Des fois, une fois de temps en temps, je parle d'un village. On a fait Rémigny, on a fait Lorrainville, je crois, au début de la saison dernière. Oui. Ville-Marie, etc. Et puis là, je voulais parler de l'Aniel. Parce que l'histoire de l'Aniel, qui est très riche, mais qui connaît l'histoire de l'Aniel, à part certainement la population de l'Aniel, oui. Et puis qui est, comme j'ai dit, qui est très, très riche. OK? Le village de l'Aniel, faut dire il est unique en son genre. Oui. OK? Parce que tous les autres villages du Témiscamingue, c'était principalement pour faire de l'agriculture. Mais l'Aniel, ça a été très différent. OK? Quand on va à l'Aniel, on va pas de grands pâturages, etc. C'est c'est aux abords du lac Kipawa, à cheval, justement, entre Fabre et Témiscamingue, qui est quand même en plein milieu, hein? Je dirais peut-être quasiment, un petit 15 minutes après Fabre. C'est quand même assez loin, parce que normalement, là, je vous ramène dans d'autres chroniques historiques que j'ai déjà faites, mais les villages étaient séparés par à peu près 8-9 kilomètres. OK? Ben, je pense que c'est 10 km par clocher, là, façon de parler. Exactement. Puis l'Aniel, c'est pas ça du tout, là. C'est pas ça du tout. Exactement. Et puis, c'est ça, dans le fond, l'Aniel, ça n'a pas été fondé pour l'agriculture. C'était principalement parce qu'il y a eu, au tournant des années 1910, des gros travaux qui ont été faits près de la rivière Kipawa. OK? Et puis, la Gordon, etc., de l'autre côté, pour faire, dans le fond, des travaux de barrage pour régulariser le niveau des eaux de la partie nord de la rivière des Outaouais et du lac Victoria. OK? Alors, il fallait construire un barrage, excusez-moi, à l'Aniel directement. OK? Et puis un autre plus loin. Et puis, où est-ce qu'il y a eu le barrage? Eh bien, plusieurs travailleurs en étant là, on va dire à l'année, eh bien, ont décidé de d'élire domicile. Sur ce territoire-là, qu'on a nommé l'Aniel. Et puis l'Aniel, qui est, si je me souviens bien, c'est en l'honneur d'un père au blas du début du Témiscamingue, Armand Laniel. Voilà. Alors, Armand Laniel, qui était un missionnaire au blas. Et puis, c'est ça, pour revenir à ces travaux de barrage, en 1911, le nouveau barrage est construit. En 1922, OK, là, je t'amène 11 ans plus tard, c'est quand même beaucoup, là. Seulement 2 familles vont habiter le village de l'Aniel, wow. OK? Le territoire de l'Aniel, faut dire, OK? Alors, tantôt, j'ai dit, il y a plusieurs travailleurs, mais c'est plus tard, OK? Plus tard, tu vas comprendre. Alors, 1922, il y a seulement 2 familles. 1922 à 1924, en 2 ans, la construction du chemin de fer fait découvrir l'endroit aux travailleurs qui décident de s'y installer. OK? Avec le chemin de fer qui part de Témiscamingue, s'en vient de plus en plus vers le nord. En 1923, c'est les débuts de l'industrie poissonnière, si on peut dire. On va se rendre compte que le lac Kipawa a un grand potentiel, OK, pour la pêche. Et puis, c'est ça, dans le fond, au début, c'était les travailleurs, etc. Et puis là, on va se rendre compte que ça pourrait être un bel endroit pour la chasse, la pêche, OK? Oui, oui, on n'a pas d'agriculture. Oui, les travaux sont finis. On n'a pas besoin de 300 employés pour ce barrage-là. Pourquoi ne pas s'investir en profiter aussi, c'est ça, dans le tourisme, dans la chasse et la pêche? Alors, ça va être dans les années 40 qu'on va se rendre compte de ça, qu'on va développer ça de plus en plus. En 1937, il va y avoir la construction d'une route reliant l'Aniel à Fabre, OK? Parce que là, 1937, Fabre, ça fait longtemps que ça existe, là, OK? Ville-Marie, tout ça. Alors, on va aller chercher l'Aniel. On sait que ça existe, l'Aniel, OK? Alors, pourquoi ne pas construire une route d'une 20aine de kilomètres, si je me souviens bien, entre Fabre et l'Aniel pour relier
l'Aniel au nord. Et puis, en 1946, quand même, OK, c'est 9 ans plus tard, eh bien, on va faire une autre route qui va partir de Témiscamingue, une route de gravel, hein, oui. et puis ça, après ça, asphaltée, entre Témiscamingue et l'Aniel. Alors, l'Aniel va être désenclavé de son milieu. De son milieu, exactement. Où il était plus seul. Et là, avec les deux routes de chaque côté, on va pouvoir se rendre et du côté nord et du côté sud. Absolument. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, dans les années 40, c'est là qu'il va y avoir les réels débuts de l'activité touristique autour de la chasse et de la pêche. Et puis, les habitants, OK, parce que là, oui, il va y avoir des pourvoiries, etc., mais les habitants vont surtout vivre de l'industrie forestière. Autour de l'Aniel. Et puis aujourd'hui, eh bien, l'Aniel est toujours reconnu comme un village touristique qui n'a pas son pareil, OK, encore avec le majestueux lac Kipawa. Es-tu déjà allé à la pêche sur le lac Kipawa, mon cher? Non, malheureusement, c'est une corde qui manque à mon arc. Voilà. Alors, ton arc, tu vas aussi à la chasse. Oui. Mais c'est ça. Dans le fond, la pêche, le lac Kipawa, ce lac-là qui est vraiment énorme, OK, moi, je l'appelle le lac en araignée. Parce que c'est pas comme le lac Témiscamingue où est-ce que c'est un étendue d'eau, tu sais, rond, tout ça, c'est vraiment des branches, des baies, etc. Alors, c'est vraiment formidable d'aller à la pêche là-dessus, sur ce lac-là. Qui n'est pas allé aux chutes de topping, hein? Les fameuses grandes chutes, pour aller prendre la fameuse photo bien accoudée sur la rambarde, sur la rampe. Oui. Qui n'a pas fait cette photo-là? Qui, aujourd'hui, je crois qu'on peut y aller, mais c'est pas, c'est plus vraiment surveillé comme avant, parce que de l'autre côté des grandes chutes, eh bien, il y a le parc Opémican, oui, qui a été créé officiellement, OK, en 2013, et puis qui est un parc, je crois de la CEPAC, c'est quand même, qui est un parc incroyable, qui est reconnu de plus en plus, et puis que des touristes visitent par dizaines de milliers à chaque année. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de touristes qui viennent au parc Opémican. Alors voilà, c'était l'histoire de l'Aniel. Notre page Facebook, mon cher Simon, Sur la Terre des Hommes podcast, si vous voulez voir c'est quoi au juste le podcast de Sur la Terre des Hommes, un podcast, un balado historique. Notre page Patreon, le patreon.com/SLTDH. Et puis la semaine prochaine, Simon, on va laisser un peu de côté le Témiscamingue pour aller vers la Lune ensemble. Je te laisse là-dessus, OK? On s'en va dans la Lune. À la semaine prochaine. Merci. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bien le bonjour, mon cher. Bien le bonjour. Bon matin, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. En ce début du mois d'octobre, oui, dans quelle aventure nous amènes-tu? C'est le bon choix de mots, mon cher Simon, une aventure, parce que l'une des plus grandes aventures humaines a été celle de la conquête de l'espace. Et aujourd'hui, je vais parler de la conquête de la Lune. D'accord. Oui, voilà. Et puis surtout, j'aimerais avoir... je vais diviser cette chronique-là en deux parties. J'aime ça, hein, les chroniques de CKVM, de faire ça en deux parties. Cette semaine, on va vraiment parler de la conquête de la Lune. Et puis la semaine prochaine, de certaines théories du complot disant que l'homme ne s'est jamais rendu sur la Lune et encore plus ne s'est jamais rendu dans l'espace. Parce que plusieurs des théories comme quoi c'était filmé, des montages, etc. Un peu dans la trempe aussi des films Transformers où on a été joué dans la théorie il y a peut-être des extraterrestres qui sont venus, on a caché ça, d'autres qui disent non, écoute, c'était une vidéo, pas Lance, mais Neil Armstrong était dans un studio avec Buzz Aldrin puis l'autre et c'était filmé. Il y a eu beaucoup de... En parlant de Lance, j'aimerais beaucoup le voir faire du vélo sur la Lune. Sur la Lune, ça serait bon. Je pense qu'il serait mieux prendre un bon élan puis essayer de pédaler sur la Lune. Je pense qu'il serait mieux sur un vélo stationnaire qu'un vrai vélo sur la Lune. On jase, là. Tu sais, c'est ça.
Mais c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de l'homme sur la Lune. Comment qu'on s'est rendu sur la Lune? Pour quelles raisons? Surtout, dans les années 60, se rendre sur la Lune, c'était comme aujourd'hui de dire on va envoyer un homme sur Vénus. Ok, c'est encore plus que Mars, je te dirais, parce que on parle de plus en plus de nos jours d'envoyer des hommes, des femmes sur Mars. Oui. Mais le défi de la Lune dans les années 60, Simon, c'était encore plus que ça. Ben, quand tu y as jamais été, en plus, on est déjà allé sur la Lune, on peut croire à Mars avec la technologie. Oui. Tu n'as jamais été sur la Lune, comment tu peux croire à aller dans l'espace planète. Quand tu l'as jamais fait? C'est encore plus difficile à concevoir. À concevoir. Ouais. Exactement. Et puis, dans le fond, pour reprendre un peu l'historique de ça, on est dans les années 50, OK? On commence dans les années 50. La guerre froide, OK? Il y a une guerre froide entre l'Union soviétique, qui est, je vous rappelle, l'ancêtre de la Russie, oui, et puis les États-Unis. Et puis, l'un de ces chapitres de la guerre froide a été la conquête de l'espace pour commencer. Pas tout de suite la conquête de la Lune, mais juste d'envoyer un être vivant dans l'espace. Après ça, un homme. Après ça, des satellites. On est dans cette mouvance-là de ça va être qui le premier à se rendre dans l'espace, OK? Et puis après ça, la Lune. Sur la Lune. Je vous rappelle que le premier satellite à être envoyé en orbite, c'est les Soviétiques qui l'ont envoyé, Sputnik. En 1957. Après ça, dans ces années-là, dans les années fin 50, le premier à être vivant qui a été une chienne qui s'appelait Laika, qui était une chienne soviétique. Et puis, par après, là, c'était le premier homme qui a été aussi un soviétique du nom de Yuri Gagarin. Exactement. Et puis là, les Américains sont en train de se faire damer de pion, mon cher Simon, par les Soviétiques. Les trois premières grandes étapes ont été remportées par les Soviétiques. Ça va très bien. Le programme spatial soviétique va très, très bien. Les Américains, Simon, à la fin des années 50, ils ont de la misère à faire décoller une fusée. OK? Les fusées explosent au décollage. Ça va pas bien. Et puis là, on arrive en 1960, début 60. Je crois que de mémoire, c'est en 61-62 que le président John F. Kennedy se prononce devant le Congrès américain et lance le défi d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie et puis de le ramener en vie. En vie, oui. Imagine le Congrès, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Kennedy? Ça n'a pas de bon sens. On n'est même pas capable de faire décoller une fusée. Et puis là, se met en branle le programme Apollo. Le programme Apollo qui veut, dans le fond, envoyer un homme sur la Lune. Et puis la technologie, juste pour vous rappeler un peu la technologie qu'il y a dans la navette spatiale d'Apollo 11 qui envoie l'homme sur la Lune, Neil Armstrong. Il y a plus de technologie dans votre iPhone que dans cette navette-là. Oui. OK, juste pour vous donner une idée, là, on est dans les années 60. C'est en 1969 que les premiers hommes vont se rendre sur la Lune. On parle de Neil Armstrong, comme on a dit, de Buzz Aldrin. Buzz Aldrin qui a donné qui est un peu une inspiration pour le personnage de Buzz Lightyear pour les fans d'histoire de jouets dont je suis j'étais un enfant d'histoire de Toy Story jusqu'à l'infini et à l'au-delà. Oui, c'est ça, et plus loin encore. Alors c'est ça, c'est un contexte de guerre froide. En 1969, on envoie les premiers hommes sur la Lune. En tout, il va y avoir 6 missions parce que souvent, on pense qu'il y a eu une mission. 2 hommes se sont posés sur la Lune avec un 3e qui les attendait en orbite autour de la Lune. Eh bien non, il y a eu 6 missions extravéhiculaires. Ça veut dire que c'est dans ces 6 missions-là, il y a eu des hommes qui ont sorti de la capsule pour aller marcher sur la Lune, que ce soit pour aller planter le drapeau ou bien le drapeau, ça a été Neil Armstrong et puis Buzz Aldrin, mais par après, c'est de prendre des échantillons de roches lunaires, etc. Et déposer la plaque aussi qu'on voit là, souvent dans les films, la plaque américaine qui dit s'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, on est colonisé pas loin ici sur la Terre, etc. Oui, exactement. Puis dans les mêmes années, on a envoyé une espèce de disque en or avec des sons d'océan, des sons d'eau, des sons de
bébés qui pleurent, des sons de personnes qui parlent dans plusieurs langues de la Terre. On a envoyé ça dans le fin fond de notre galaxie. Mais tout ça pour dire que malgré tout ça, Simon, malgré ces sorties-là, il y a eu 12 hommes qui sont allés sur la Lune. Mais malgré ça, il y a encore des gens qui n'y croient pas. Et puis, c'est la semaine prochaine qu'on va parler de ça, mon cher Simon. Pourquoi que encore des gens ne croient pas à ça? On va s'en parler la semaine prochaine. Alors, avant de se quitter, notre page Facebook sur la Terre des Hommes podcast, sur la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast, et ensuite aussi notre Patreon, le patreon.com/SLTDH, si vous voulez nous encourager dans notre mission historique de répandre la bonne nouvelle, eh bien, vous êtes invités à y contribuer. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bien le bonjour. Bon matin, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien puisque nous allons pouvoir poursuivre notre épopée sur la Lune. Notre expédition, oui. Encore en était-elle une parce qu'on pose la question, selon certains sceptiques, est-ce que nous sommes allés sur la Lune? Sommes-nous vraiment allés sur la Lune, mon cher Simon? Et puis la semaine dernière, j'ai vraiment coupé la chronique court. À là. Oui, mais il fallait que je continue parce qu'il y a certains éléments que j'ai oublié de mentionner. Allons-y. Le contexte dans lequel on se trouve pendant la guerre froide dans ces années 60, eh bien, il y a un fait que dans les années 60, le gouvernement, la confiance envers le gouvernement, je te dirais, s'effrite de plus en plus. En 1963, malheureusement, il y a l'assassinat de John F. Kennedy. Oui. Et puis après ça, arrive le gouvernement dans les années suivantes, le gouvernement Nixon. Qui est tellement un gars ouvert et transparent. Scandale du Watergate. C'est ça. Guerre du Vietnam qui se poursuit. Ça va pas bien aux États-Unis. Fait que la confiance n'est vraiment pas là. Et puis, c'est là que naît la théorie du complot que on n'est pas allé sur la Lune. OK? Par après, là, dans les années 70, ça vient que on se dit, c'est sûr qu'on n'est pas allé avec tout le Watergate. On envoie nos jeunes se battre au Vietnam pour on sait pas trop quelle raison. Des dizaines de milliers de morts qui reviennent du Vietnam. Fait que ça vient un peu ajouter l'insulte à l'injure, je te dirais. Et puis arrive en 1968 aussi la sortie du film 2001, Odyssée de l'espace. Oui. Avant que l'homme aille sur la Lune, on a des images de l'espace filmées par des Américains. C'est un film de Stanley Kubrick en passant. Un excellent film. Est-ce que tu as déjà vu 2001? C'est vraiment un bon film. Et puis, on voit la Lune, on voit la Terre, puis on n'est pas encore allé sur la Lune. Et c'est un bon argument quand même. Là. Dans les images, ça semble crédible. Là. Ben oui, ça n'a pas l'air d'un... aujourd'hui, en 2022, un film de 1960 avec une Terre dessinée sur un carton puis un bâton blanc en dessous qu'on voit... Exactement. Ou le film de Georges Méliès des années 1910. Exactement. Ça a l'air... Ouais. Vrai. Ben donc là, tu te dis, si eux autres y ont été, puis les États-Unis n'y ont pas encore été, puis quelques mois après, en 69, se targuent d'être allé sur la Lune. C'est-tu vraiment vrai? L'autre, il n'a pas été, puis il y a des images pareilles. Exactement. Comment ça se fait que toi... Mais on pourrait avoir le même argument avec, par exemple, Star Wars ou Star Trek. Est-ce que ça veut dire qu'on le voit au cinéma que Darth Vader existe, Simon, ou bien que il y a des planètes comme Tatooine où il y a des gens Coruscant, etc. Là, je ne veux pas embarquer dans une chronique Star Wars, mais c'est un peu le même argument. Mais dans ce temps-là, ce sont les vrais débuts de la science-fiction, où est-ce que les effets spéciaux sont vraiment... et puis sont vraiment très réalistes. 1971, la sortie du film James Bond, Les Diamants sont éternels, où est-ce qu'on voit James Bond atterrir sur la Lune 2 ans plus tard, 2 ans après que l'homme soit vraiment allé sur la Lune, et c'est très, très, très réaliste, ce film-là de James Bond. Alors, dans les années 70, après la conquête de la Lune, eh bien, ça commence. Et puis là, on voit toutes sortes de choses, on imagine toutes sortes de choses. Par exemple, le drapeau. Oui, le fameux drapeau américain qu'on a planté sur la Lune, eh bien, si on va voir ce drapeau-là, il y a des images, on voit que le drapeau semble flotter un peu dans les airs. Pareil comme si on l'avait vraiment planté dans la pièce ici, Simon, et puis que il y a comme une espèce d'effet de flottement.
du drapeau, mais il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air sur la Lune. OK? Fait que c'est comme un peu normal que le drapeau, il va pas flotter comme s'il y avait du vent. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent. Et puis, il y a aussi il va juste rester debout. Quand je dis debout, je parle de la toile du drapeau. Exactement. Il va rester debout, mais sans bouger, parce que, comme tu as dit, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'atmosphère. C'est ça. Mais à cause de la gravité, il reste dans les airs. Comme exactement. Et puis le drapeau, faut pas oublier qu'il a été plié. Il n'a pas été laissé lousse dans la capsule spatiale comme ça. Il a été déplié avant de le mettre sur le mât en question. Où est-ce que le mât était fait un peu en T, si je peux dire? Oui. Où est-ce que, justement, on a installé ce drapeau-là. Puis on voit les plis qui donnent un effet, justement, que le drapeau flotte un peu. Mais c'est impossible. C'est impossible. Deuxième argument des théoriciens du complot de la Lune, on voit pas d'étoiles sur les vidéos. Des hommes sur la Lune. On ne voit pas d'étoiles. C'est noir, noir, noir. C'est noir, noir, noir. Eh bien, je vous dirais, est-ce que vous voyez les étoiles en plein jour sur la Terre? C'est le même principe. Quand les films, les vidéos ont été tournés, c'était en plein jour lunaire. Alors, le soleil, dans le fond, le soleil frappait directement sur la Lune. Et puis, quand on regarde vers le soleil, ben, on voit pas les étoiles. Mais si on était allé sur le côté, le dark side of the moon, le côté ombragé de la Lune, eh bien, on aurait vu un ciel étoilé incroyable. Ça doit être vraiment incroyable de voir ça. Alors, le jour, c'était pendant le jour, c'est pour ça. Troisième argument des théoriciens du complot, les traces de pas. Les traces de pas, on voit que les traces sont comme faites dans du sable. On voit les traces exactes, tu sais, les marques des bottes, des bottes des astronautes. Eh bien, c'est normal parce que la Lune, c'est pas du sable, OK? C'est ce qu'on appelle de la régolithe. Et puis, ça ressemble à de la poussière volcanique. OK? Alors, c'est normal que... C'est encore plus petit que des grains de sable. C'est encore plus petit et ça fait des empreintes encore plus marquées dans cette poussière volcanique-là. Un autre argument. On aurait ralenti pour voir les hommes flotter sur la Lune. Eh bien, Stanley Kubrick, ce génie du cinéma, aurait ralenti les images, dans le fond, des hommes qui sautaient sur le plateau de tournage pour donner l'impression qu'il y a un flottement. Eh bien, non, parce que quand on accélère ces images-là, eh bien, ça donne des images complètement décalées, Simon, où est-ce que c'est vraiment pas naturel. Alors... une autre théorie, un autre argument qu'on met aux poubelles. Alors, c'était un peu ces arguments, c'était le dernier, c'était un peu ces arguments de la théorie du complot. Où est-ce qu'on... vous pouvez aller lire, c'est plus expliqué, moi, il faut que je le rentre dans un certain temps. Il y a tellement de vidéos YouTube maintenant là-dessus sur la conspiration, du fait qu'on est allé sur la Lune ou pas, avec des arguments béton ou pas. À vous d'en juger en le regardant, mais c'est sûr que, disons, les arguments des gens qui disent qu'on n'a pas été sur la Lune, c'est un peu tiré par les cheveux. J'aimerais beaucoup un jour, Simon, faire le même exercice, mais avec la Terre plate. C'est en plein ce que j'étais pour dire. Oui, parce que ça aussi, les arguments sont complètement farfelus. Que ce soit que le soleil tient dans un abat-jour, comme une lampe. Que ce soit que le bord de la Terre, c'est une croûte de pizza faite en glacier. C'est vraiment ridicule, mais j'aimerais beaucoup en parler plus tard. Et l'argument, j'allais l'oublier, mais l'argument massue pour la conquête de la Lune par les Américains, qui dit que vraiment, nous sommes allés sur la Lune et puis, en passant, on parle d'y retourner d'ici 2 ans sur la Lune. OK? Tout à fait. On y travaille avec les nouvelles navettes du programme Artemis. Eh bien, l'argument massue, c'est comment on aurait pu faire taire des milliers d'ingénieurs, de personnes qui travaillent à la station pas la station spatiale, mais à Houston, au centre de la NASA, faire taire pendant des années Neil Armstrong, Buzz Aldrin et une trentaine d'astronautes à peu près qui ont participé à ça. Comment les faire taire jusqu'à la fin de leur jour? C'est un défi titanesque qui n'aurait jamais pu être relevé. Alors, la semaine prochaine, mon cher Simon, on change complètement de registre. On s'en va dans les années 1500 avec Jacques Cartier. À la semaine prochaine.
Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien, surtout que maintenant, je sais que tu nous amènes... Ben écoute, j'aime toujours ça. Tu sais que j'adore l'histoire, mais là, tu nous amènes dans des années où je me remémore mes cours de secondaire histoire avec Claude Farley, que je salue bien bas, qui nous a donné de très bons cours. Oui, bonjour. Et là, on s'en va dans la vie de Jacques Cartier. Oui, dans le fond, Jacques Cartier, c'est un des personnages qu'on va dire de l'histoire québécoise, de l'histoire canadienne qui est le plus connu, mais en même temps le plus méconnu. Oui. Parce que Jacques Cartier a une histoire quand même sombre avec ses 3 passages dans ce qu'allait devenir la Nouvelle-France. Hein. Jacques Cartier... qu'on voit souvent comme le découvreur du Canada, le grand Jacques Cartier, etc., mais il y a eu quand même une histoire très sombre avec l'histoire de Jacques Cartier que je vais vous raconter aujourd'hui. Premièrement, Jacques Cartier est envoyé en 1534 dans le fond, on dit en Amérique du Nord, hein, oui. dans l'Amérique du Nord, pour prendre possession de territoires. Parce que là, on se rend compte dans les années 1530 que on se fait damer le pion par les Espagnols, par les Portugais, par les Anglais qui sont en train de prendre racine au sud de la frontière dans ce qui va devenir les 13 colonies anglaises. Et puis, la France n'a rien encore. N'a rien vraiment. À part que quelques pêcheurs qui vont pêcher sur les grands bancs de Terre-Neuve, on n'a pas pris pied encore sur le continent américain. Alors, François Ier, le roi français François Ier, envoie en 1534 Jacques Cartier pour, premièrement, prendre possession d'un certain territoire, pour prendre pied en Amérique, et puis surtout de trouver un passage vers l'Asie. Le fameux passage vers l'Asie qu'on essaie de trouver depuis 40 ans, Simon, depuis, dans le fond, Christophe Colomb. En 1492. Exactement, l'année fatidique. Et puis, pourquoi qu'on veut trouver un passage maritime vers l'Asie, c'est que les Ottomans sont en place depuis 1453 dans ce qu'on appelle aujourd'hui la ville d'Istanbul, oui. Okay, Constantinople, et puis bloquent le passage vers l'Asie, le passage terrestre. Mais là, il faut trouver un passage vite, un passage rapide vers l'Asie que, malheureusement, Christophe Colomb ne trouvera pas. Jacques Cartier ne trouvera pas parce que le continent américain est ben trop vaste. On pense... En bon québécois, il est dans les jambes, vraiment beaucoup. Vraiment dans les jambes. C'est vraiment une erreur de l'histoire pour les Européens, d'avoir découvert de leur côté l'Amérique parce que des millions de personnes habitent ici, Simon. Okay? Et puis, ce passage ne sera jamais trouvé, OK, à part de contourner l'Amérique. Magellan qui va le faire dans les années 1500. À part de ça, c'est impossible à traverser. OK? Il faut vraiment que tu contournes le continent. Toujours est-il que ce cher Jacques Cartier arrive à Gaspé en premier. Après seulement 3 semaines de traversée, mon cher Simon. C'est rapide. C'est rapide, contrairement à Christophe Colomb, ça a pris quasiment 3 mois et demi. Oui. Où est-ce qu'il y avait des mutineries dans les caravelles, dans les bateaux pour, dans le fond, arrêter, même exécuter Christophe Colomb, oui, à bord du navire. Et puis que finalement, on voit la terre au loin. 3 semaines et demie pour Jacques Cartier. Je sais que le GPS de Christophe Colomb, il y avait de la misère à se synchroniser aussi. Oui, il y avait de la misère. Il y avait besoin du nouveau iOS 14.2. La mise à jour n'était pas là, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est parti de Saint-Malo sans faire la mise à jour sur son iPhone. Alors, Alors, quand même, il a trouvé son chemin en 3 semaines et demie. Ben oui. Et puis, il arrive à Gaspé, où est-ce qu'il fait la rencontre d'Iroquoiens. Okay? Des Iroquoiens, il y a aussi des Algonquiens sur le territoire québécois, qu'on va appeler le Québec par la suite. Mais ce sont des Iroquoiens qui sont sur place et puis il fait planter une croix, vive le roi de France, et puis prend possession du territoire. Mais il y a un homme, okay, qui est un peu le chef du village de Stadacone, qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de Québec. Oui. Qui était à Gaspé, dans la baie des Chaleurs à ce moment-là, que lui comprend, il comprend pas le français quand Jacques Cartier parle puis il fait ses discours, etc. Mais lui, il comprend que ça, là, ça va être un problème. Mais Jacques Cartier essaie de le rassurer en disant non, cette croix-là, c'est pas pour prendre possession de votre territoire. On vient en paix. C'est une borne pour les pêcheurs. Ça va être ça l'histoire de l'excuse de Jacques Cartier. C'est vraiment pour dire que ici, avec cette croix-là, il y a des bons spots de pêche. Inquiétez-vous pas. Mais cet homme-là, qui s'appelle Donnacona, le chef de Stadacone, n'en croit pas un mot.
Alors, les relations entre les deux, entre les Français et les Iroquois de Stadacone partent vraiment mal. Et puis, en signe de bonne entente, Cartier va dire, écoute, mon cher Donnacona, pour prouver ma bonne loyauté, laisse-moi amener tes 2 fils avec moi en France et puis je vais te les ramener. OK? Alors, les 2 fils en question qui s'appelaient Tagno-Agny et puis Domagoj, repartent en France avec Georges Cartier et sa bande, et puis reviennent 1 an plus tard avec une connaissance de la culture française. Ils parlent français. Alors, ce sont les 2 premiers interprètes, qu'on va dire, entre les Premières Nations du continent nord-américain et puis les Français. Alors, je vous rappelle leur nom, Tagno-Agny et puis Domagoj, qui sont les 2 fils de Donnacona. Alors, Cartier arrive pour son 2e voyage en 1535, arrive sur le territoire avec les 2 fils en question. Donnacona est quand même content. OK, ils sont pas amaigris, ils ont pas de cicatrices de torture, etc. C'est quand même bien. Et puis là, Cartier dit à Donnacona, et il se rend à Stadacone, Québec, la ville de Québec d'aujourd'hui. Et puis il dit, moi, je veux continuer mon voyage sur le fleuve Saint-Laurent, qu'on baptise le fleuve Saint-Laurent, pour me rendre à un village que j'ai entendu quand j'étais à Gaspé l'année dernière, qui s'appelait Hochelaga. Hochelaga, qui est aujourd'hui Montréal. Oui. Okay? Et puis là, Donnacona est vraiment pas content. Ça repart de plus belle, est vraiment pas content parce que la gang d'Hochelaga, ce sont des rivaux de Stadacone. Okay? Il a peur qu'ils fassent des alliances commerciales, des alliances militaires avec eux autres, puis que... il laisse tomber Donnacona. Qu'il laisse tomber Donnacona, et puis que ça repart de plus belle, puis que les Hochelaga reviennent avec Georges Cartier et puis les éliminent. Fait que ça repart en vrille, ça va pas bien. Cartier dit non, écoute, moi j'y vais, t'as pas d'ordre à me donner, je m'en vais à Hochelaga. Et puis, à son retour, finalement, les gens d'Hochelaga sont chaleureux, mais il fait pas d'alliance militaire, rien, pour détruire Stadacone et puis la troupe, le clan de Donnacona. Mais quand même, revient, Donnacona est en beau maudit après de pas s'être fait écouter par Jacques Cartier. Et puis, pendant l'hiver, parce que là, c'est le premier hiver que Jacques Cartier va passer en Amérique du Nord. C'est dévastateur, Simon. Il y a 25 Français qui vont mourir du scorbut. Pour ceux qui se demandent le scorbut, c'était quoi? Parce qu'on va en parler au passé, parce que je pense pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se rendent à l'hôpital de Ville-Marie avec le scorbut. Pas tant. Parce que le scorbut, c'était une maladie dans le fond, c'était un manque de vitamine C. Okay. Quand tu te nourrissais seulement de poissons séchés salés, que tu manges pas des légumes, qu'on va dire comme ici, des légumes conservés, canés, que tu manges juste ça, de la nourriture hyper salée, que tu fais fondre de la neige pour boire de l'eau, ben ça fait en sorte que tes gencives, les gencives reculent et puis les dents tombent et puis ça peut provoquer des hémorragies au niveau de la bouche. OK? C'est grave comme maladie. Fait qu'il y a 25 Français qui vont mourir de ça pendant l'hiver, mais pas Jacques Cartier qui va s'en sortir. Parce que on se rend compte du malheur des Français, OK? Et puis, vers le milieu de l'hiver, il y a des Iroquois de la bande de Donnacona qui vont se rendre là pour leur donner un remède contre le scorbut qui consiste à faire bouillir, je crois que c'est du sapin, une branche de sapin dans de l'eau, et puis de boire ça. Et puis ça, mon cher Simon, c'est rempli de vitamine C. OK? Alors, on sauve le reste des Français avec cette concoction de thé de sapin, on va l'appeler comme ça, là. Alors, ça va les faire survivre. Comment Jacques Cartier, là, c'est là que j'arrive avec la plus grande période noire, la plus grande histoire noire de Jacques Cartier. Comment Jacques Cartier va remercier Donnacona et son clan? Eh bien, en kidnappant Donnacona avec 10 autres personnes, dont des adolescentes, des adolescents, et puis vont les amener en France pour ne plus jamais revenir. Wow! C'est quelque chose, là. C'est ça, là, moi, dans l'histoire de Jacques Cartier qui me bug le plus, c'est ça, c'est que comment remercier... C'est des bouts qui n'ont pas été nécessairement... Ça n'a aucun bon sens, Simon. Mis sur scène, la façon de parler. Exactement, ça n'a aucun bon sens. Et puis là, je vais arrêter parce que je dépasse mon temps amplement, mais c'est une histoire très riche, celle des premiers Français qui arrivent, parce que en même temps, moi, ça me fait... ça me pue au nez. C'est juste ça qui me vient
qui me vient en tête, c'est comme comment remercier de nous avoir de nous avoir sauvés. Oui. Eh bien, on va kidnapper le chef de ce clan-là avec une dizaine de personnes et puis ils reviendront jamais, ils vont mourir en France dans les années suivantes. Alors voilà, c'était l'histoire sombre de Jacques Cartier. Je vous invite à suivre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis nous encourager aussi sur patreon.com/SLTDH. La semaine prochaine, Simon, une histoire sombre aussi, une histoire d'Halloween. À la semaine prochaine. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour Jérémy. Bon matin, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'une fête que j'ai jadis fêtée beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais que maintenant, je fête par la bande parce que j'ai deux filles de 8 et 10 ans présentement qui trippent encore sur l'Halloween. Un de mes moments favoris dans l'année, mon cher Simon, l'Halloween. Moi aussi, j'adore passer l'Halloween avec mon garçon Caleb, qui sera déguisé en Mario cette année. Alors, Mario Bros. Oui, en Mario Bros. Alors, on le salue. On revit nos années d'Halloween à nous. J'adorais ça. C'est ça qui est intéressant, de revivre un peu ce que nous, on a vécu par l'entremise de notre enfant qui, là, fait son premier, deuxième, troisième Halloween puis il trippe à ramasser des bonbons. Exactement. Et puis, ce matin, ce n'est pas une chronique pour les enfants. Je vous avertis tout de suite. OK? On va parler d'un cas de possession. Alors là, c'est le spécial Halloween des chroniques historiques. Est-ce que tu connais le nom d'Annelise Michel, mon cher Simon? Pour être franc, non. Est-ce que tu connais le film L'Exorciste? Oui. Oui. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, c'est un peu... le film L'Exorciste, c'est... tiré basé, un peu c'est un peu tiré de l'histoire d'Annelise Michel. Un cas d'exorcisme des plus populaires et des plus tristes en même temps. L'histoire d'Annelise Michel... avant toute chose, on parle de phénomènes paranormaux ce matin. Quand on parle d'exorcisme, on peut croire ou ne pas croire aux possessions démoniaques. Mais savais-tu que dans les phénomènes paranormaux, que ce soit les cas de possession, les cas de hantise, les cas de... On va aller même jusqu'aux apparitions d'ovnis extraterrestres, tout ça, 95% de ces cas-là sont explicables. J'aurais pas pensé que c'était quand même beaucoup. Oui, j'aurais pensé que c'était peut-être 50%. Exactement. Alors, tu sais, des maisons hantées, des gens qu'on pense posséder, 95% sont explicables par la science. Il y a une explication logique de cela. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait peur? C'est qu'il reste un 5%. Oui, c'est ça. Okay. Ceux-là, si on n'a pas d'explication logique, ça veut dire que c'est peut-être justement paranormal. Exactement. C'est ça qui est un peu épeurant dans cette histoire-là. L'histoire d'Annelise Michel, on parle d'une adolescente du coin de Klingenberg am Main, qui est un... On va le dire juste une fois aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je vais le dire une deuxième fois. Klingenberg am Main, qui est près de Francfort, en Allemagne. Alors, c'est une Allemande. Même si son nom, Annelise Michel, c'est très francophone, mais elle vient, dans le fond, son père est de la région un peu près de la France, qui est la frontière allemande-française. Avec la France. Alors, c'est la famille Michel qui a une adolescente qui est une jeune fille très studieuse, Annelise, très polie, très studieuse à l'école, élève modèle, religieuse même, parce qu'elle vient quand même d'une famille très religieuse, et puis c'est important ce détail-là dans l'histoire. Alors, c'est une jeune fille qui prie beaucoup, etc. La fille qu'on veut avoir, Simon. On s'entend. La fille parfaite pour papa et maman. Mais en 1973, à l'âge de 21 ans, elle est encore à la maison. OK? Elle est aux études. Et puis, Annelise commence à délaisser peu à peu ses pratiques religieuses. On la voit moins prier, moins adorer la croix, etc. Fait que déjà là, c'est un signe. Ses parents se disent, qu'est-ce qui se passe avec Annelise? Voyons donc, c'est pas son genre. Elle commence à injurier ses parents. Alors, elle commence à être mal polie avec eux autres. À l'âge de 21 ans, c'est une adulte, on s'entend, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Et puis là, ses parents se disent, on va aller voir un psychiatre. OK? Déjà là, juste le fait de délaisser la religion, d'être impoli. On se dit, dans ce temps-là, on parle de... ça va faire 50 ans l'année prochaine. On va aller voir un psychiatre avec Annelise parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et puis, le psychiatre va lui diagnostiquer l'épilepsie.
Alors, parce qu'on se rend compte aussi qu'elle commence à avoir des crises, on sait pas trop c'est quoi. Des convulsions par-ci par-là. Exactement. Et puis le psychiatre va dire, eh bien, votre fille a de l'épilepsie, alors on va la gaver de médicaments. OK? Et puis là, c'est vraiment pas une exagération. On va gaver la jeune adulte, on va dire 21 ans, de médicaments. Et puis, avec cette médication-là, ça va s'effondrer, Simon. OK? Ça va pas s'améliorer. Annelise va commencer à convulser, à s'isoler dans sa chambre, à communiquer toute seule. Ses parents vont à la porte et l'écoutent parler en latin. Alors que c'est une langue qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas le latin. Même si c'est une famille très religieuse, on ne connaît pas le latin dans la famille Michel. Alors, on l'entend. Elle le parle couramment là, quand elle parle toute seule. Elle parle allemand, elle parle un peu de français quand même. Mais là, on l'entend dans sa chambre tout seul parler en latin. Et puis, on finit par lui demander qu'est-ce qui se passe, Annelise, ça. Et puis là, elle avoue être possédée par des démons. OK, c'est elle-même là, qui dit « Je suis possédé, ça va pas bien. Je suis possédé par des démons. » Alors, ses parents, qu'est-ce qu'ils vont faire en étant une famille très religieuse? Vont faire appel au clergé local de Klingenberg am Main. Oui. Hey, là, juste pour leur plugger une autre fois. Ouais, c'est ça. Et là, je l'ai dit sans regarder dans mes notes. Non, c'est bon. J'aime ça. Klingenberg am Main. Et puis, les deux prêtres. Il va y avoir deux prêtres qui vont être chargés d'aller voir la jeune fille et la famille. Et puis, vont dire... dans le fond, la famille va demander je crois que c'est le moment de pratiquer un exorcisme. Ceux qui ne sont pas familiers avec le terme exorcisme, dans le fond, c'est de libérer un corps de démons qui l'habitent. OK? Alors, les deux prêtres, c'est pas eux autres qui le conseillent. Ils vont dire OK, peut-être que oui, on va faire c'est la famille qui le demande, les prêtres acquiescent à la demande. Ils vont acquiescer, exactement. Alors, on va pratiquer un exorcisme, ça marche pas. Dans les mois qui vont suivre, Annelise va commencer à ne plus s'alimenter, à ne plus boire, à ne manger que des insectes dans la maison comme des araignées. Va avouer à ses parents qu'elle est possédée. Là, elle va dire le nom des démons qui l'habitent. On parle de Caïn. Pour ceux qui sont un peu ferrés en religion, c'est ça, c'est le frère de Caïn, le frère d'Abel, hein, les enfants d'Adam et Ève. Les enfants d'Adam et Ève. Alors Caïn qui a tué son frère, l'empereur Néron, l'empereur romain Néron, qu'on pense qu'il a brûlé la ville de Rome, Adolf Hitler et puis Satan. Wow. OK, là, c'est pas rien. C'est pas rien. Là, on parle de ces démons-là. Et puis, on va pratiquer un autre exorcisme, qui est un échec. Elle continue à se nourrir d'insectes. Elle maigrit à vue d'œil. Vous pouvez aller voir, excusez-moi, vous pouvez aller voir sur Internet Annelise Michel avant et après. On parle d'une belle jeune fille, une belle jeune femme. Et puis, vers la fin, là, toute amaigrie, la mâchoire qui ressort, les yeux quasiment sortis de leur orbite. Vitreux, ouais. Ça va pas bien. On va pratiquer un autre exorcisme. Et puis, là, on est dans les années 1973-74. Entre 1973 et 76, année de son décès, il va y avoir 67 exorcismes pratiqués sur cette jeune fille-là. Et tous non concluants. Non concluants, on s'entend. Wow. Et puis, elle va finir par mourir, Simon, de sa condition, on s'entend. Et puis là, dans le village, ça se parle depuis 3 ans. 1973 à 76, ça se parle. Il va y avoir des accusations contre les parents et les 2 membres du clergé, les 2 prêtres qui ont pratiqué ça. Ils vont être reconnus coupables d'aliénation. Mais d'homicide involontaire, excuse-moi. Parce que on va dire... Vous auriez dû aller à l'hôpital, retourner voir un psychiatre, retourner à l'hôpital, mais non, on s'est réfugié dans la religion. On s'est réfugié là-dedans. C'est un exorcisme. Elle dit qu'elle est possédée par Caïn, Satan, Hitler, etc. C'est des exorcismes et puis elle va finir par mourir. Alors, ils vont être reconnus coupables, mais il n'y aura pas une peine de prison pour les 4 personnes, dont ses parents, qui vont être responsables de la mort d'Annelise Michel. Alors, c'était cette histoire d'Halloween. Wow! Alors, notre chronique 2022 d'Halloween, c'était l'histoire d'Annelise Michel.
Michel. Quand même assez fou comme histoire, mon cher Simon. Là. C'est renversant. C'est vraiment renversant. Je vous invite à aller lire sur le sujet, Annelise Michel. Il y a eu des films, hein, on parle de l'exorcisme, mais celui qui se rapproche le plus de l'histoire d'Annelise Michel, c'est un film qui a été fait, je crois, en 2004-2005, qui s'appelait L'exorcisme d'Émilie Rose. Je sais pas si tu connais. Non. Allez voir ça, un petit film d'Halloween hein, pour dans les prochains jours. Oui. Alors, L'exorcisme d'Émilie Rose, c'est quand même assez fidèle à l'histoire d'Annelise Michel. Je vous quitte en vous rappelant d'aller suivre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre page Patreon, le patreon.com /SLTDH. Et puis une nouvelle, Simon, avant de se quitter, dans les prochains jours, dans 4-5 jours à peu près, le premier livre de Sur la Terre des Hommes va sortir, va être disponible à la librairie ici chez Hamster. Alors, on vous invite à aller acheter le livre de Sur la Terre des Hommes, qui est un livre d'histoire, hein, d'histoire universelle, si on veut. Alors, je vous reviens avec plus de détails la semaine prochaine. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bien le bonjour. Bien le bonjour, mon cher Simon. Bon matin, comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu nous amènes dans un nom de famille particulier que l'on connaît quand même bien ici au Témiscamingue et j'ai nommé Cahouette. Oui, alors Réal de son prénom, Réal Cahouette, au Témiscamingue, on le connaît beaucoup parce que ça a été notre député il y a très longtemps, il y a plus de 60 ans quasiment. 60 ans, 50-60 ans, mais tu parles au Canada anglais, tu demandes au Canada anglais, dites-moi, mettons, un nom de politicien québécois. Et puis, Réal Cahouette va souvent sortir. Plus même que René Lévesque ou d'autres. Là. Même René Lévesque, même François Gendron aussi, qu'on salue si écoute. Mais Réal Cahouette a été un monument de la politique québécoise au fédéral, faut bien dire. Ça a été surtout au fédéral pour Réal Cahouette. On parle de Réal Cahouette comme étant, le député de Témiscamingue, hein, Pontiac. Dans le temps, c'était Pontiac et après ça, Témiscamingue. Mais il vient d'Amos. Alors, c'est un homme d'Amos qui est né en 1917 et décédé en 1976. Au départ, Réal Cahouette, mais même pendant sa carrière politique au fédéral, c'était un garagiste. Là. C'était un monsieur qui réparait des chars, vendait des chars. Il s'en allait pas en politique, lui, là. Non, exactement. Mais quand même, c'était tellement un orateur, Simon, incroyable, Réal Cahouette. Je vous invite à aller voir, à faire une recherche sur YouTube. Réal Cahouette, c'est un René Lévesque, là, on s'entend. Réal Cahouette s'exprime tellement bien. Un Français, là, impeccable, Réal Cahouette. Le premier politicien, et je pense même le seul à avoir rempli le Forum de Montréal. OK, il faut le faire. Oui. Remplir le Forum pour un discours, pour décrire son programme, décrire un peu le crédit social, j'en ai parlé justement. Oui. Remplir le Forum, c'est quand même un exploit en soi. Alors, surtout pour un politicien, je te parle pas d'un show de Madonna. Mais non, c'est pas un show, c'est pas un chef de parti non plus dans ce temps-là. Il n'y a pas un party après, c'est un discours. Là. Exactement. Puis, tu sais, admettons, là, peut-être René Lévesque aurait pu remplir le Forum. Mais là, on parle pas d'une soirée électorale. Tu sais, René Lévesque a rempli, je pense, c'était le Centre Paul Sauvé pour l'élection, pour le référendum. Le référendum ou même l'élection de 1976. Mais là, on parle du Forum. Okay? C'est pas rien. Même pas en période électorale. Il faut quand même le faire. Alors, ça commence dans les années 40 pour l'histoire politique de Réal Cahouette. Il va être élu avec le parti créditiste au fédéral. Okay? Le parti créditiste. Est-ce que tu sais c'est quoi le crédit social? Parce que même moi, il a fallu que j'aille relire un peu là-dessus. De nom, mais pas de signification, non, malheureusement. Ça ressemble beaucoup au NPD d'aujourd'hui. OK. Quand on parle du crédit social, on parle de distribution de richesse. Alors, quand un pays comme le Canada crée de la richesse, on parle de redistribution. OK, d'être plus égalitaire avec les citoyens lors de la redistribution des richesses selon la création, selon le PIB qu'on a une année donnée. Alors, c'est très égalitaire, à la limite, certains vont pas aimer ça, mais quand même un peu communiste. OK, je mesure mes mots. C'est ce que j'étais pour dire. Je dis, est-ce qu'on s'approche un peu du communisme, de dire de redonner à tous et chacun? Il y a quelqu'un qui décide et on saupoudre à tous et non pas juste à la partie qui a fait la passe de cash, façon de parler.
Exactement. Alors, dans ces années-là, années 40, on s'entend qu'il y a encore une peur du communisme. Oui. Okay? Le parti créditiste ne va pas avoir beaucoup de députés dans les premières années. En 1949, à l'élection fédérale de 1949, il va être défait comme candidat dans la circonscription de Pontiac, qui regroupe à cette époque-là la région du Témiscamingue. Là, on parle pas de la circonscription Abitibi-Témiscamingue comme en 2022, c'est vraiment la Pontiac avec le Témiscamingue qui en fait partie. Il va être élu seulement en 1961. Alors, on parle de 12 ans que Réal Caouette ne démord pas. Il va être présent. Il était tellement un bon orateur qu'il va continuer à croire dans sa tête qu'il peut être député. Oui, exactement. Puis à répandre un peu la bonne nouvelle créditiste, je veux le dire comme ça. Alors, en 1961, élu dans la circonscription, oui, dis-je bien, de Villeneuve, qui est renommée par après la circonscription de Témiscamingue en 1966. Le Parti créditiste va faire élire 4 autres députés et obtient la balance du pouvoir. Là, on parle du gouvernement de John Diefenbaker au Canada et puis avec 4 députés, le Parti créditiste a la balance du pouvoir. Wow. Ça, il faut le faire. C'est pareil comme si, admettons, le Bloc québécois aujourd'hui, qui n'a pas 4 députés, qu'il y en a beaucoup plus, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine, eh bien, aurait 4 députés et puis toute la politique du pays repose sur leurs épaules. Hey, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, Réal Caouette fait partie de ces quatre créditistes-là. Réal Caouette, comment on pourrait le décrire? Ben, il veut un vrai bilinguisme au Canada, pas juste le bilinguisme au Québec, alors pour que nous, on ait des cours d'anglais, mais que le reste du Canada ait des cours de français. Et puis, va même demander, ça c'est quelque chose, un fun fact sur Réal Caouette, va demander à la Chambre des communes d'imprimer des menus à la cafétéria en anglais et en français. Wow. Et Simon, ben, c'est Réal Caouette qui a fait accepter ça parce que avant 1961, les menus à la Chambre des communes à Ottawa étaient seulement en anglais. Puis lui, avec son verbe incroyable, va dire ben ça devrait être en français aussi. Fait que, alors, ça va être des menus bilingues à la Chambre des communes, mais il a fait beaucoup plus que ça, Réal Caouette. On s'entend. Exactement. Va être député pendant 15 ans de la circonscription de Témiscamingue. Alors, on parle de 1961 à 1976, année de son décès. On reconnaît aujourd'hui Réal Caouette comme l'un des plus grands politiciens québécois, comme j'ai dit en début de chronique. Quand on parle à un Canadien anglais dans le reste du Canada, ben sûrement qu'il va dire Réal Caouette pour un politicien québécois. Orateur hors pair, homme du peuple, qui a continué à être garagiste, vendeur de chars pendant qu'il était député, et puis à l'écoute de ses électeurs. Alors, c'était la chronique sur Réal Caouette ce matin. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Et puis, bien sûr, rejoignez notre Patreon, alors pour $2 par mois, qui est le prix d'une Coffee Crips au dépanneur. Vous pouvez avoir accès à des dizaines d'heures exclusives de Sur la Terre des Hommes. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard, que je salue. Bonjour, Jérémy. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu ce matin? Ça va très, très bien ce matin. D'autant plus que nous allons parler d'un sujet que j'ai toujours adoré dans mes cours d'histoire, et on parle de la conscription. Exactement. Et puis, la conscription pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, je le répète souvent, que ce soit dans mes cours à l'école ou dans mon podcast, la Première Guerre mondiale est quand même méconnue du public. On va surtout parler, vu qu'on est plus près de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et surtout que la Deuxième Guerre mondiale, il y a tellement eu d'atrocités. Je veux pas dire que la Première Guerre n'était pas atroce, mais la Deuxième Guerre, avec Hitler, avec les camps d'extermination, ça a vraiment marqué les esprits, je crois. Puis, oui. Exactement. La Première Guerre mondiale. Alors, pour mettre la table, la Première Guerre mondiale, comment ça commence? Eh bien, ça commence en 1914 par l'assassinat du prince héritier d'Autriche-Hongrie qui s'appelait François Ferdinand. Oui. Qui est assassiné avec son épouse dans les rues... il était en voiture, une espèce de voiture décapotable. Un jeune étudiant serbe passait par là, assassine le prince héritier, son épouse,
Et puis va s'enchaîner, mon cher Simon, une série d'alliances militaires à cause de cet assassinat-là. Alors, on va voir du côté de l'Autriche-Hongrie, qu'on appelait la Triple Alliance. On va voir l'Autriche-Hongrie alliée avec l'Allemagne et l'Empire ottoman. Pour ceux qui se demandent c'est quoi l'Empire ottoman, c'était, mettons, si on regarde ça aujourd'hui, là, le Moyen-Orient, l'Égypte, un peu une partie du nord de l'Afrique. Un empire énorme. Oui, un empire énorme. En superficie, là, c'est très grand. Là. Oui, exactement. Alors, on a ces 3 pays-là. On a aussi un peu l'Italie au début, mais qui va se ranger du côté des alliés qu'on appelait la triple entente, avec la France, la Grande-Bretagne et la Russie. On l'appelle pas encore l'URSS parce que c'est en 1917-18. Oui, c'est ça. Qui va avoir la grande révolution soviétique. Alors, on a ces 2 camps-là qui s'affrontent à cause d'un assassinat d'un prince héritier. Et puis, ça va devenir... On l'appelait pas la Première Guerre mondiale à l'époque. Parce qu'on ne savait pas là, que ça serait une guerre si longue, si dure, si meurtrière. Donc, tellement. Puis, on pensait... un début de guerre, tout simplement. Exactement. Puis, une guerre, comme il s'en déroule depuis des siècles. Là, des millénaires, même. On a juste à penser 15 ans auparavant, il y avait déjà des guerres en Europe. Et puis là, on arrive... c'est une guerre comme une autre. Ça va durer 4-5 mois. Ça va durer 4 ans, Simon. Ça va durer 4 ans et ça va mobiliser l'ensemble. Là, quand on pense à la Grande-Bretagne, ça va mobiliser l'ensemble de ses dominions. On va en parler parce que le Canada, à cette époque-là, on l'appelle le Dominion du Canada. Oui, c'est un pays indépendant en soi. Okay? Le Canada est indépendant depuis 1867. Mais c'est un Dominion parce que la Grande-Bretagne s'occupe encore des affaires de politique extérieure du Canada. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, bien sûr, demande l'aide de ses Dominions. Et puis là, arrive justement la crise de la conscription en 1917-1918. Qu'est-ce que c'est la conscription? La conscription, dans le fond, c'est un enrôlement obligatoire de tous les jeunes hommes. Okay? C'est vraiment pour mobiliser le plus de jeunes hommes possible pour la guerre. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'iPhone, hein? Fait que connaître les tenants aboutissants de la guerre, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment? Exactement. À part la Gazette, la bonne vieille Gazette, là, qui n'arrivait pas nécessairement là, tous les lundis matin, ça veut pas dire que tu étais nécessairement au courant de pourquoi tu devais aller te battre, là, tu sais? Tellement que... T'as tellement raison, tellement, Simon, que on se demande du côté... Parce que là, il va y avoir 2 camps, au Canada, là, pour la conscription. Il va y avoir le camp des nationalistes francophones, OK? Surtout galvanisé, si je peux dire, par Henri Bourassa, qui est un arrière-grand-oncle, je crois, un arrière-grand-oncle de Robert Bourassa. Oui. Il y a des gens qui pensent que c'est 2 Bourassa différents. Non, ils sont parentés. Je crois que c'est un arrière-grand-oncle. Et puis Henri Bourassa, qui est un député libéral fédéral à l'époque, va justement questionner le rôle du Canada là-dedans. Pourquoi qu'on irait se battre pour un autre pays? Mais est-ce qu'on a vraiment un rôle dans ce Est-ce qu'on a un rôle dans la guerre? Excusez, mais est-ce qu'on a un rôle dans une guerre européenne que nous, les Canadiens, on n'a pas rapport là-dedans? Et puis les francophones vont être en accord avec Henri Bourassa, mais là, ça va vraiment mettre le feu aux poudres des impérialistes canadiens-anglais. Parce que les Canadiens anglais ont un fort sentiment d'appartenance à la Grande-Bretagne. Ben oui. Et là, on est en 1900, on est dans les années 1917-1918. On est vers la fin de la guerre. Okay? Vraiment, la conscription, là. On le sait pas encore. Mais on sait pas. Ça achève la guerre. Donc, tu sais, je pense que ça peut durer encore longtemps. Ça fait déjà 3 ans que ça roule. Là, exactement. Le Canada, en 1917, a 50 ans, Simon. Alors, ceux qui sont... les Canadiens anglais ont un fort sentiment d'appartenance. Ben oui. Dans leur cœur, les autres, oui, ils restent au Canada, mais ce sont des Britanniques. Vraiment. Alors, eux, là, ils vont dire aux Canadiens français et puis à Henri Bourassa, qui est en tête de ça, bande de lâches. Bande de lâches de laisser tomber la mère patrie comme ça. On a besoin de nous autres. Et puis, vous voulez laisser de côté la Grande-Bretagne. Ben oui. Et puis là,
au pouvoir, ce n'est plus Wilfrid Laurier, le gars du 5$ qui est au pouvoir, mais bien le gars du 5$. Le gars du 5$, mais bien le gars du 100$. Oui. Robert Borden, qui est un conservateur, et puis que lui... Moi, je les appelle comme ça. C'est une très bonne façon d'imager le visage, parce que si tu ne sais pas c'est qui, ben tu vas aller taper 5$ sur Google, tu vas le savoir tout de suite. Là, exactement. Alors, ce n'est plus le gars du 5$, Laurier, c'est le gars du 100$ qui est là, Robert Borden. Et puis, lui va imposer la conscription. Et puis là, va s'en suivre, quand on dit la crise de la conscription, il va y avoir, Simon, des émeutes, surtout à Québec, une manifestation monstre. Mais rendu là, c'est plus une manifestation, c'est vraiment une émeute. Où est-ce qu'il va y avoir 4 morts? Où est-ce qu'on dénonce le fait d'être conscrit, d'être envoyé de force en Europe? Et puis, qu'à cela ne tienne, on va y aller quand même. Ben, on aura... Malgré cette crise-là. Sinon, on s'en va en prison. Donc, exactement. Ensuite, c'est ça, la conscription, dans le fond, quand on parle des jeunes hommes qui sont envoyés, quel âge ont-ils? Entre 20 et 45 ans. Alors, c'est sûr qu'on va y aller avec les célibataires. Tu sais, la fameuse, pas croyance, mais c'est une réalité. On commence par les célibataires, ensuite marier pas d'enfant, marier un enfant, marier 2 enfants, etc. On se rendra pas jusque-là, mais quand même. Alors, les jeunes hommes de 20 à 45 ans, au moment de l'armistice, justement le 11 novembre, qui est demain, le jour du souvenir, oui. Le 11 novembre 1918, eh bien, ça va être la fin du conflit. On va annoncer l'armistice. Et puis, pourquoi, c'est là que je veux y aller, c'est un peu plus long ce matin, mais c'est important de mettre en contexte. Pourquoi qu'on porte les coquelicots? Est-ce que tu sais pourquoi un coquelicot, une petite fleur rouge? Non, malheureusement. Non? Je l'apprends à chaque année et je l'oublie pendant l'année à chaque année. Ouais, le coquelicot, dans le fond, c'est que dans les Flandres, dans le nord de la France, en Belgique, il y a une... ça, je l'ai appris cette semaine. Le coquelicot, dans les Flandres, dans le nord de la France et de la Belgique, pousse comme nous autres du pissenlit. OK. Ça pousse comme du pissenlit. C'est une mauvaise herbe. OK, je l'ai appris. Je salue professeur Roussel qui est dans mon podcast à toutes les semaines, qui m'a appris ça. Ça pousse. Puis en plus, c'est beau un coquelicot. Ben oui, c'est plus qu'un pissenlit, comme j'ai dit. Mais ça pousse comme de la mauvaise herbe. Et puis sur les champs de bataille, avec les obus, tu sais, ça revire la terre de bord. Tu sais, on s'entend que c'est vraiment très ça te magane une terre, une guerre. On exactement. S'entend. Et puis dans le fond, les graines de coquelicot qui sont surtout sous la terre, OK? En se faisant, comment je dirais ça? Jachérer. Jachérer, c'est bon ça. En se faisant jachérer de la sorte, eh bien, vont pousser sur les champs de bataille. Et puis, en même temps, le coquelicot... Quand on voit ça sur un champ de bataille, des petites taches rouges un peu partout, ça a l'air un peu de la couleur du sang, on va se le dire. Ouais. Alors, le coquelicot est devenu pour le Canada le symbole de la Première Guerre mondiale et surtout de la part... de tous ces courageux. Là, tous ces courageux qui sont allés à la Première Guerre mondiale. Le Canada, dans les années 1910, on compte à peu près 9 millions d'habitants. Okay? Il va y avoir 65 000 Canadiens qui vont être envoyés sur le champ de bataille. Et puis, non, excusez, pas 65 000, 650 000. Oui. OK? Et puis, il va y avoir 65 000 morts. Wow. OK? Alors, si on compte ça avec, mettons, la population d'aujourd'hui au Canada, on est à peu près, entre 35 et 38 millions. Ça serait environ 250 000 morts. Canadiens qu'on compterait. Ouais. L'armée canadienne aujourd'hui, Simon, compte à peu près entre 30 et 40 000 soldats. Alors, il faudrait, c'est quasiment 6 fois l'armée canadienne qui mourrait sur les champs de bataille pendant la Première Guerre mondiale, si on était en guerre mondiale. Alors, c'est vraiment énorme, cette Première Guerre mondiale. Comme j'ai dit en début de chronique, qu'on tente, on dirait, d'oublier, mais il ne faut pas oublier. Alors, c'est pour ça qu'on dit le jour du souvenir, mes chers amis. Avant de quitter, je vous confirme que notre livre Sur la Terre des Hommes Scripta est disponible ici chez Librairie Servidec Amster. Oui. Si vous voulez vous procurer, eh bien, il est en vente au coût de 30$ chez Amster. Alors, voilà.
un livre d'histoire, c'est sûr que ça parle pas du Témiscamingue, mais un livre d'histoire universelle, etc. Alors, il est en vente chez Amster. Ben, parlant du Témiscamingue, les semaines prochaines, ils seront... oui, le prochain mois, oui. Le prochain mois. On va parler du Témiscamingue beaucoup. Exactement. Et de l'Abitibi pour une chronique. Mais on va se reconcentrer sur le Témiscamingue. Je vous invite à aimer la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon, le patreon.com/SLTDH, pour nous encourager à hauteur de 2$. Et comme je dis dans les dernières chroniques, c'est le prix d'une Coffee Crips au dépanneur. Alors, à la semaine prochaine, mon cher Simon. Chronique historique devancée ce matin avec notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bien le bonjour, mon cher Jérémy. Bien le bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Tu vois, on est plutôt le matin, j'ai la voix plus enrouée. Hein? Écoute, c'est correct. Faut commencer quelque part. Moi, j'avais la voix enrouée à 5 heures quand j'ai commencé à parler dans mon char tout seul. Et c'est pour ça que je le fais dans mon auto tout seul pour pas avoir l'air fou. Là, tout seul, au moins, il n'y a pas personne qui me juge. Pour travailler ma voix un petit peu. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on se dirige dans une municipalité du Témiscamingue. Absolument. On va parler de Saint-Bruno-de-Guigue ce matin, mon cher Simon. On va faire les deux gigs. Moi, je les appelle comme ça. Ce matin, on va faire Saint-Bruno et puis la semaine prochaine, Saint-Eugène-de-Guigue. Pour commencer, Saint-Bruno-de-Guigue, il faut commencer par la création du canton de Saint-Bruno-de-Guigue qui a été créé en 1882. Il va être suivi par celui de Duhamel et de Laverlochère par la suite. Dans le fond, c'est pas mal, je te dirais, un des premiers cantons au Témiscamingue. 5 ans plus tard, dans le canton de Guigue, on va compter 92 familles. Okay, quand même, hein? C'est quand même beaucoup, là. Au Témiscamingue, dont une vingtaine va être dans le canton de Guigue. C'est quand même beaucoup, là. Alors, sur 5 ans, on s'entend que dans le temps, là, c'est du bois, il faut défricher, il faut s'installer, il faut construire sa maison, etc. Donc, c'est pas juste j'arrive, je me prends un appart, là. Exactement. C'est une famille sur 5 qui va être dans le canton de Guigue. C'est en 1897 qu'on va fonder officiellement la municipalité. Alors, la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigue. Et puis, est-ce que tu sais d'où ça vient, ça, Guigue? Non. Parce qu'on voit ça nulle part. C'est pas un mot, tu sais, c'est pas un mot qu'on va réutiliser à part. Tu sais, Ville-Marie, mettons Ville-Marie, par exemple, ça a été un des premiers noms, je peux dire le premier nom français qu'on a donné à Montréal. Oui. Lorrainville, c'est à cause du curé Zéphirin Lorrain, donc Lorrainville. Mais Guigue, tellement qu'il y a des gens, mettons, tu peux avoir des touristes qui arrivent ici, puis Guigue, non, c'est ça vient, Guigue. Souvent, on a quelques villes comme Béarn qui viennent de la France. En France, il y a une ville qui s'appelle Béarn. Oui, ou c'est un village ou une région? Oui, c'est une village, ça s'appelle Béarn. C'est la sauce béarnaise. Exactement. Mais Guigue, est-ce que ça a des origines françaises ou autres? Absolument pas. Ça vient du premier évêque. C'est le nom du premier évêque d'Ottawa. Parce qu'il faut se souvenir que à la fin des années 1800, l'évêque qui s'occupe de la région ici, eh bien, c'est l'évêque d'Ottawa qui s'appelait Monseigneur, écoute bien ça, Joseph-Eugène Bruno-Guigue. Joseph-Eugène Bruno-Guigue. Joseph-Eugène Bruno. Alors, tu donc, vois le Bruno... Saint-Eugène et le Saint-Bruno-de-Guigue. Absolument. Alors, c'est un peu un lien entre les deux municipalités. Alors, Monseigneur Joseph-Eugène Bruno-Guigue, qui est originaire de France, qui est arrivé au Canada en 1844. Alors, c'est lui qui est évêque dans ce temps-là si on veut, représentant de notre région. C'est ça, puis qui s'occupe de la région, puis qui est à Ottawa. Le premier habitant à s'installer dans le canton de Guigue est un certain Édouard Piché, qui va s'installer dans le rang 1, pour ensuite aller s'établir à l'endroit où nous appelons aujourd'hui la Pointe à Piché, près du quai du village de Guigue. Et puis là, pourquoi il est allé s'installer près du quai, justement, c'est l'accès au lac. Oui. Les premiers colons de Guigue vont arriver premièrement par le lac. Hein? Et puis ensuite... Comme la plupart. Comme la plupart, parce qu'il n'y a pas de route qui se rend à Guigue encore, là, à Saint-Bruno-de-Guigue. Oui, ça n'existe pas dans le temps. Là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Alors, avant que la première route qui parte de Ville-Marie se rende à Guigue, ça va prendre encore quelques années. Alors, c'est par voie maritime qu'on va se rendre à Guigue.
Le premier chemin qui va relier Ville-Marie à Gig va être construit en 1889, alors quelques années plus tard, environ 5 à 7 ans. Maintenant, la mine d'argent. Est-ce que tu savais qu'il y avait eu une mine d'argent à Gig? Vraiment pas. Les gens de Gig qui écoutent en ce moment le savent tous et toutes, c'est sûr. La mine d'argent Wright a été la première mine d'argent au Canada. Wow! OK? Et puis, elle était chez nous à Gig. Qui était quand même une mine quand même assez importante. Entre 1880 et 1950, on va exploiter cette mine-là. Ce qui va attirer beaucoup de mineurs, des premiers colons. Et pour marquer l'histoire de cette mine, la municipalité va ériger un cadran solaire près de l'église. Je ne savais pas que c'était en lien avec ça. À cause de ça, moi non plus. Non, pas du tout. Quand j'ai recueilli mes infos pour la chronique de ce matin, je me suis dit, ça vient de où ce cadran-là? Parce que ça fait pas longtemps que ça a été installé, ce cadran-là, mais c'est pour justement se rappeler de la mine d'argent Wright qu'il y a eu à Saint-Bruno de Gig. L'agriculture, maintenant, va occuper une très grande place dans l'économie de Gig, surtout pour l'élevage de bovins, de moutons. Bien sûr, aujourd'hui, on connaît l'apiculture avec le fabuleux miel Abitémis. On salue tout le monde chez Miel Abitémis. Et puis bien sûr, les principaux attraits qu'on reconnaît aujourd'hui de Gig, le domaine Breen, un incontournable qui a été construit en 1906, et le magnifique pont couvert dénommé, érigé en 1933. Alors, c'est un peu un résumé de l'histoire de Gig, mon cher Simon. La semaine prochaine, on va aller pas à Saint-Bruno, mais à Saint-Eugène de Gig, pour parler de c'est qui ces gens-là qui se rendent dans ce coin-là, à Saint-Eugène de Gig. Tu en as donné un indice, pourquoi qu'il y a Saint-Bruno et Saint-Eugène. Eh bien, ça vient du même Monseigneur, je rappelle son nom. Joseph Eugène Bruno Gig. Ça fait des points au Scrabble, lui, si les noms propres étaient acceptés, effectivement. Oui, voilà. Puis je pense que ça rentre même pas sur un bord de la plate. D'après moi, faut le faire en diagonale. C'est des bonnes chances. Ouais. Avant de partir, Simon, juste rappeler aux gens notre page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon. Si vous voulez nous encourager à hauteur de 2$ par mois, eh bien, c'est le patreon.com/SLTDH. Merci beaucoup, mon cher Jérémy. On se retrouve la semaine prochaine. Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bien le bonjour. Bon matin, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien aujourd'hui. Grande guignolée des médias. On s'y donne à cœur joie. Moi, je suis en dedans. Fait que mais tu sais... je suis en dedans, t'es au chaud. Le vent, il vente, ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai de l'air climatisé en dedans. Fait que, tu sais, trouver l'erreur, mais c'est pas mal ça. Ouais, c'est toi. On parle de quoi ce matin, mon cher? Avoir su, j'aurais fait l'histoire de la guignolée. Écoute, rien n'empêche qu'on en fasse une à un moment donné. On s'en prendra en décembre 2023. Quand on donnera les chiffres, au pire, un peu plus tard, dans le mois, au début janvier, on pourra en faire une sur la guignolée. Exactement. Mais chose promise, chose due, mon cher Simon. Nous allons parler, faire une petite histoire de Saint-Eugène de Gig. Oui. Tu te souviens, la semaine passée, on a parlé de Saint-Bruno. Te souviens-tu? Petite question quiz, on prend le deuxième appel, non, c'est pas vrai. Mais comment s'appelait le Monseigneur qui... duquel on s'est inspiré pour nommer Joseph Eugène Bruno quelque chose d'autre, là. Il te manque Gig, c'est exactement ça. Oui, c'est ça, Gig. Ben oui, ça fait c'est ça. Exactement. Alors, Monseigneur, Joseph Eugène Bruno Gig. Alors, en l'honneur de ce Monseigneur d'Ottawa, qu'on est dans le diocèse d'Ottawa à cette époque-là. Par après, je crois que ça va être le diocèse de... c'est-tu de Deliberary, je crois, si je me fie à ma mémoire de nos anciennes chroniques. Bien possible, oui. Oui, alors on va s'inspirer, on va s'inspirer de ce personnage-là, qui a dû être très important quand même, parce que là, on nomme 2 villages en l'espace de quelques années. Alors,
comment ça commence, Saint-Eugène-de-Guigue? C'est pas mal dans les mêmes années que Saint-Bruno, en 1897-98. Il y a 4 familles qui vont s'aventurer, mon cher Simon, dans la forêt, qui vont partir un peu vers le nord-est pour... Tu pars à 2-3 000, tu as un sentiment quand même de sécurité. Tu dis, on va se veiller les uns sur les autres, ça devrait bien être. À 4 familles, là... Puis 4 petits couples, là, dans l'inconnu, là, c'est pas une vingtaine de personnes, non. C'est 4 jeunes couples qui partent comme ça vers l'inconnu. On s'entend, c'est pas très loin, mais on a entendu parler de grands plateaux, pas de plaines, mais de plateaux très fertiles qui sont présents dans le canton de Guigue. Alors, on parle des familles, Bélanger, Belle-Île, Cloutier et Robert, qui sont les 4 familles fondatrices de Saint-Eugène de Guigue. On va couper, premièrement, on va couper des parcelles de forêt, hein, pour faire de l'agriculture, bien sûr. En 1901, alors à peu près 2-3 ans plus tard, il y a 4 autres familles qui vont s'installer dans les rangs 8 et 9 actuels. Alors les rangs 8 et 9 à Saint-Eugène. Oui. 1903, 2 autres couples. Là, tu vois, c'est quand même assez rapide. Là. 97-98, c'est 4 petits couples. 2 ans plus tard, puis là, on entend parler que ça a l'air de... C'est sur la map, là. Ça pourrait être avantageux d'aller à cette future Saint-Eugène de Guigue. Alors, comme j'ai dit, en 1903, 2 autres couples, Marie-Louise et Haché-Lavallée et Delia et Norbert Robert, vont s'installer à leur tour à Saint-Eugène de Guigue. 1 an plus tard, en 1904, plus d'une dizaine d'autres familles vont se tourner vers ce coin qui est à développer. Alors là, on se rend compte vraiment du potentiel. Et puis là, on va surtout parler des pétates. Oui, les pétates, hein? Bien sûr, les pétates. Alors, ce coin à développer du canton de Guigue. 2 ans plus tard, là, il va vraiment année par année, là, mais 2 ans plus tard, 4 frères, les frères Poitras. Alors, 4 frères, mon cher Simon, 4 frères célibataires qui vont arriver à leur tour. Et puis là, suivent bien sûr les Guilbeault, les Aubé et bien sûr, je salue les Fournier. Oui. Hein, les Fournier de Saint-Eugène-de-Guigue. Je salue ma tante Suzanne au passage, elle écoute, qui vient de Saint-Eugène-de-Guigue. En 1905, on comptait 149 personnes. Déjà? Alors, en 7 ans, c'est quand même beaucoup, 149 personnes. Ben, versus 8 au début, là. Exactement. 8, c'était 4 couples, 8, merci, bonsoir. Alors, dans cette Saint-Eugène de Guigue, et puis là, tiens-toi bien, mon cher Simon, 4 ans plus tard, 370 personnes qui sont à Saint-Eugène. Alors, qu'est-ce qu'on retient de Saint-Eugène de Guigue? Ben, les raisons, hein, pourquoi qu'on va à Saint-Eugène de Guigue? Eh bien, les terres très fertiles, les terres qu'on va défricher, et puis les naissances qui vont s'accumuler, qui vont être très abondantes au début de Saint-Eugène de Guigue. Bon nombre de ces colons-là viennent de toutes les régions du Québec. C'est à l'époque où est-ce qu'il y a un fort mouvement de comment je dirais ça, d'exode, si on veut, où est-ce que là, on cherche de nouvelles terres. Alors, le Témiscamingue ne fait pas exception, et puis surtout pas Saint-Eugène. Alors, il y a des gens de partout, et même d'anciens expatriés québécois qui sont partis aux États-Unis, qui reviennent pour défricher Saint-Eugène de Guigue. Comment ils vont arriver? Par bateau. Hein? Ils vont arriver par bateau à Ville-Marie, et puis vont s'engouffrer comme ça dans la forêt, 25 kilomètres plus loin, à leur terre promise, Saint-Eugène de Guigue. 1911, la date de fondation officielle de Saint-Eugène, mon cher. Et puis, encore, si on parle de la démographie, hein, en 1911, 792 personnes vont habiter les alentours de Saint-Eugène, alors les terres aux alentours. Et puis, comme j'ai dit tantôt, on se rend compte que ces terres-là sont aussi fertiles que celles de la vallée du Saint-Laurent. Et puis, qu'est-ce qu'on va cultiver surtout? Comme j'ai dit tantôt, des pétates. Alors, des légumes racines, on va dire ça comme ça. Les patates, les pommes de terre du Témiscamingue, les pommes de terre, les meilleures façons de parler viennent de la région de Saint-Eugène. C'est là que les plus grosses entreprises sont. Exactement. Et puis, on a juste à penser aussi à tous les légumes racines, que ce soit les carottes, etc. Je crois que c'est quoi la ferme Valjac qui est plus vers entre Guigue et Notre-Dame-du-Nord. C'est pas mal dans le même coin. Alors, tout ce qui est légumes racines vont être cultivés à Saint-Eugène de Guigue. 1917, un événement
triste qui arrive dans l'histoire de Saint-Eugène. La chapelle, l'église, si on veut, va brûler. Oui. Et puis, bizarrement, Simon, 100 ans plus tard, quasiment 100 ans plus tard, en 2014, eh bien, l'église va brûler à son tour. La nouvelle église qu'on avait construite après l'incendie de la chapelle de 1917. Alors, quasiment 100 ans, jour pour jour plus tard, l'église va brûler. On pourrait en parler pendant des heures, mon cher Simon, de Saint-Eugène. On s'est relevé les manches à Saint-Eugène. On salue les gens de Saint-Eugène en passant. Désolé, c'est même pour les gens de Saint-Bruno la semaine dernière. Je sais que je passe, je peux pas tout raconter. On fait 7 minutes, là. 7 minutes. Oublie ça, là, c'est sûr et certain. Mais on glisse une bonne vague sur la bonté, la générosité, le courage des gens de Saint-Eugène. Exactement. Alors, avant de quitter, c'est-à-dire, vous pouvez suivre notre page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon pour nous encourager. Ben là, je vous dirais encourager plus la guignolée aujourd'hui. Oui, mais le Patreon de Sur la Terre des Hommes, patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, mon cher Simon. On va être là. Chronique historique en compagnie de notre historien passionné d'histoire, Jérémy Rivard. Bonjour. Bonjour, mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Aujourd'hui, un sujet un peu plus sérieux, un peu plus triste, mais qui mérite largement son moment d'histoire. On parle bien sûr de cette tuerie de la Polytechnique. Exactement. Et puis, la semaine dernière, j'avais dit en quittant que j'allais faire que la prochaine chronique serait sur le camp de Spirit Lake. À Amos pendant la Première Guerre mondiale, mais là, avec ce triste anniversaire, cette commémoration, cette 33e année de commémoration des événements de Polytechnique, j'ai décidé de parler de ça, de décrire un peu qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une tuerie à l'école Polytechnique le 6 décembre 1989. Mais qui était ce fameux Marc Lépine? Qu'est-ce qui s'est passé quasiment minute par minute? Ça durait à peu près, Simon, c'est fou de penser à ça, mais ça durait à peu près 20 minutes. C'est pas beaucoup. Du début à la fin de l'événement, exactement. Une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes où est-ce que Marc Lépine va se promener d'un étage à l'autre de l'école Polytechnique de Montréal pour faire 14 victimes. Alors, il va assassiner 14 femmes et puis en blesser 14 autres. Alors, on peut quasiment dire, Simon, que c'est pas le premier féminicide, parce qu'on s'entend qu'il y en a eu dans l'histoire, surtout dans l'histoire autochtone, puis ça continue. Mais de l'ère moderne, dans une école comme ça, on peut dire que c'est un des premiers où est-ce qu'on a compris la gravité de ce qu'est un féminicide. Oui. Alors, comme j'ai dit, le 6 décembre 1989, Marc Lépine, qui a 25 ans, va entrer dans l'école Polytechnique un peu après 16 heures, alors 4 heures de l'après-midi. Va rentrer dans l'école armé d'une carabine, je me souviens plus trop le modèle, mais c'est pas important. Une carabine et puis un couteau de chasse. Oui. Alors lui, il va rentrer dans l'école Polytechnique et puis c'est un étudiant de Polytechnique en passant. Hein. On l'oublie, mais c'était un gars qui étudiait là-bas. Qui avait terminé quelques cours à l'hiver 89, justement, et puis là, c'était un peu la fin de session, si on veut, début décembre. Alors, il connaît les lieux, il connaît la place, il sait où aller pour se faire voir pour commencer, etc. Et pour trouver les gens aussi, il sait où sont les classes. Les classes, il connaît les classes, il connaît la composition des classes, parce que lui, son but, c'est de commettre un féminicide, on s'entend. Là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en entrant? C'est qu'il va se rendre dans un bureau qui est vacant, un bureau qui n'a personne, et puis il va rester là jusqu'à à peu près 5 heures, jusqu'à 17 heures. Alors, c'est à peu près 45 minutes où est-ce qu'il va rester là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, parce que Marc Lépine, je vous vends pas de punch, là, mais à la fin de cette tuerie-là, va s'enlever la vie. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là, mais on a vu par caméra, etc., qu'il se rend là pendant 45 minutes. Mm-hmm. Et puis là, après...
vers 17h, 17h05, c'est là que tout commence. Il sort de là. Armé de sa carabine. Armé de sa carabine, là, tu sais, pas caché rien. Là, il va se rendre dans une classe d'ingénierie et puis va demander à la classe de se séparer en 2 groupes, alors les gars puis les filles. Fait que, au début, on pense que c'est une joke, c'est comme, c'est quoi? C'est-tu un arme jouet? Peu importe, là, qu'est-ce qui se passe, là. Puis, devant les élèves qui ne bougent toujours pas, va tirer un coup un coup de carabine au plafond. Puis là, les gens ça réveille. Là, ça réveille et puis les gens vont se séparer. Alors, c'est ça. Il va y avoir un groupe de 9 femmes qui va se séparer du reste du groupe. Il y avait à peu près une 60aine d'étudiants dans cette ça devait être un auditorium. Oui, plus un auditorium, oui. Un petit auditorium. Alors, il y a 9 femmes qui vont se séparer du groupe. Et puis, avant de tirer, va leur expliquer qu'il est contre le féminisme. OK? Il va expliquer à ses victimes que lui, il est contre le féminisme, tout ça. Et puis, il y a une des élèves, des étudiantes, excuse-moi, qui s'appelait Nathalie Provost, mais qui s'appelle toujours Nathalie Provost, qui va lui répondre « On n'est pas des féministes, on est des étudiants comme toi. Qu'est-ce que tu fais là? » Va essayer de le raisonner. Et puis, il va juste répondre « Non, vous êtes une gang de féministes. » Et puis, il va tirer les filles. Il va y avoir 6 victimes, okay? Il va y avoir 6 décès et puis 3 blessés, dont Nathalie Provost en question qui va être blessée. Alors, 6 victimes et puis 3 blessés. Après ça, il va sortir dans le couloir et va blesser 3 étudiantes. Alors là, il est dans le passage de Polytechnique et puis va tirer... 3 jeunes femmes qui se trouvent dans le passage. Puis malheureusement. Puis là, on commence dans l'école à entendre... On a entendu des coups de feu. Là. Il y en a 9, là, à peu près une dizaine qui ont été tirés. Alors là, c'est la panique dans les couloirs de Polytechnique. Va tirer sur 3 autres étudiantes. Il va entrer ensuite dans une autre salle de cours où il va pourchasser une étudiante qui essaie de se cacher à travers les bureaux. Va essayer de l'abattre, mais là, son chargeur va se vider. Et puis, c'est important de dire que dans ce temps-là, il a 33 ans, les chargeurs d'armes à feu, comme ça, semi-automatiques, si on veut, il y avait un chargeur de 30 balles. Aujourd'hui, je pense que la loi, c'est 5. Okay? Fait que là, il était au bout de ses 30 balles. Va sortir dans le couloir. Dans une espèce de cage d'escalier, va recharger son arme et puis va retourner dans cette classe-là pour continuer son massacre. Mais là, la porte a été barrée et on a mis des bureaux en avant. Il n'est pas capable de rentrer. Fait que c'est grâce un peu à cette arme-là qui a été déchargée que cette classe-là a été épargnée. Mm-hmm. Il va tirer à 3 reprises sur la porte, puis ça va rien faire. Il va revenir dans le couloir, va tirer sur des personnes qu'il va croiser, des personnes justement qui courent un peu partout parce que la panique est encore bien là, on s'entend. Va se rendre ensuite, là, il se rend compte que... Excuse-moi, il va se rendre compte que la classe, il n'y a rien à faire avec cette classe-là, va continuer sa marche, si on veut. Mm-hmm. Va se rendre au bureau des services financiers de Polytechnique. Et puis là, c'est pas une étudiante, mais une femme qui est là, qui travaille au service financier, va tirer au travers de la vitre de la fenêtre, pas de la fenêtre, mais de la porte, et puis va l'abattre aussi. Ensuite, il va descendre au premier étage, à la cafétéria. OK, il y avait plusieurs... je pense qu'il y a 2 cafétérias, je pense, à Polytechnique, mais il va descendre à la cafétéria du premier étage où là, il y a une centaine de personnes qui sont là, qui se demandent... Parce que faut pas oublier que Marc Lépine était au 3e étage, OK? C'est très grand, donc c'était éclos un peu. On ne pouvait pas savoir nécessairement que c'était absolument des coups de feu. C'est ça. Donc, quand on descend en bas, les gens sont peut-être un peu inquiets, interpellés, mais pas nécessairement en mode panique encore. En mode panique et qu'il y a un tireur actif dans l'école. Alors là, arrive dans la cafétéria et puis on voit Marc Lépine avec son arme à feu et puis là, la panique générale s'en prend de tout le monde.
les cuisinières de la cafétéria vont barrer, vont mettre les espèces de grillages devant le comptoir de la cafétéria. Il y a des gens qui vont se cacher là. Il y en a d'autres qui vont s'enfuir un peu partout dans les couloirs adjacents à la cafétéria. Et puis, c'est ça, dans le fond, là, il va continuer son carnage, si on veut. Il va faire 3 victimes dans la cafétéria, encore des femmes. Alors, trois autres femmes étudiantes qui vont être abattues. Après ça, sort de la cafétéria, prend un escalier mécanique jusqu'au 3e étage, retourne au 3e étage et entre dans une 3e salle de cours où est-ce qu'il va faire 3 autres victimes et 3 autres blessés. Et puis, c'est à ce moment-là que Lépine va pas se réveiller, mais va prendre compte justement de qu'est-ce qui s'est passé. Va juste s'exclamer « Oh shit » et puis, excusez-moi pour les mots à la radio, et puis va s'enlever la vie. Alors, c'était cet événement de Polytechnique, mon cher Simon. C'était le 6 décembre 1989. Et puis, depuis quelques années, bien, c'est la journée nationale contre la violence faite aux femmes, le 6 décembre, alors la journée canadienne. C'est terrifiant, mais c'est très important de s'en souvenir. C'est terrifiant, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, j'en parle de cet événement-là, j'ai des frissons, Simon. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette chronique-là, mais je me suis dit, pour prendre toute la mesure de cet événement-là de Polytechnique, il fallait que je fasse cette chronique-là. Et puis, juste quelques statistiques. Quand on parle de féminicide, c'est un phénomène bien présent. En 2021, il y a eu 26 femmes qui ont été victimes de féminicide. OK, alors c'est quasiment 2 fois Polytechnique. Et puis en 2022, 14 victimes à date qui sont victimes de violences conjugales et qui finissent par un féminicide. Alors, pensons-y, mesdames et messieurs, et puis surtout messieurs, de ces événements qui peuvent se produire. Alors voilà, mon cher Simon, c'était tout. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre Patreon, patreon.com/SLTDH, si vous voulez nous encourager. Eh bien, c'est le meilleur moyen. Merci beaucoup, mon cher Jérémy. Merci.